Resto Geek. On a vraiment la belle vie, petit frère. Finish! I am Melania. Je ne suis pas une personne. Hasta luego. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. On va passer sans plus attendre au dossier du mois, si tu es prêt, mon cher Sonada, sur notre dieu. Non, je déconne. Sur Shinji Mikami. C'est pas mon dieu, c'est un gars bien, mais c'est pour mon dieu. Oui, c'est un gars bien. Le créateur originel de la série des Resident Evil et du Survival Horror dans sa globalité moderne. Voilà. Alors, déjà, petite question, est-ce que vous, dans le chat, Sonata, je pense avoir la réponse déjà, quel a été votre premier contact avec la série Resident Evil? Quel est le premier Resident Evil auquel tu as joué, toi, Sonata? Eh ben, mon premier Resident Evil, je vais être super original, c'est Resident Evil 1. Sauf que j'y ai pas joué sur PlayStation. Mon premier Resident Evil... Alors non, attendez, j'ai une anecdote mieux que ça. Le premier Resident Evil, j'y ai pas joué, je l'ai vu. J'étais chez un pote, j'étais chez des amis à mes parents, et je devais avoir quelque chose genre 7-8 ans, je pense. Ah oui, et du coup, et j'étais petit. Et du coup, j'avais mon grand frère avec moi, qui lui avait déjà 15 ans, et le fils de cette famille avait aussi la quinzaine. Et donc, du coup, ils disent, voilà, entre le fromage et le dessert, monter dans la chambre, aller au jeu vidéo. Et il avait une PlayStation 2. Une PlayStation 1, pardon. Il y avait une PlayStation 1. Et sur cette PlayStation 1, il avait dit, si vous voulez, j'ai un des derniers jeux qui est sorti, un truc cool, ça s'appelle Resident Evil 2. Ah. Là, alors, forcément, il faut se remettre dans l'époque. Moi, avec ma 64, j'avais rien de plus beau que ce que proposait la 64, et du coup, j'avais pas de support CD. Donc, la cinématique que je voyais d'intro avec les zombies de Resident Evil 2, pour moi, c'était le photoréalisme du dernier Assassin's Creed. Et donc, je suis parti de la chambre parce que les zombies m'ont tellement fait flipper qu'ils m'ont filé la gerbe. J'ai failli vomir dans la chambre du gamin parce que j'ai été terrorisé par les zomblards de l'introduction de Resident Evil 2. Je vous promets, c'est pas une blague. Donc ça, c'était mon premier contact avec Resident Evil. Evil. Ouais, sacrée anecdote. Hein. Et donc, des années plus tard, sur Nintendo DS, j'ai acheté Resident Evil 1 DS, qui est un portage, ni plus ni moins, de Resident Evil 1. Et honnêtement, c'est un jeu formidable. Un jeu incroyable. Aujourd'hui encore. Le typo dans le chat dit aucun, c'est mon frère qui y jouait. Ah bah, dommage du coup. Ah bah ouais. Mais anecdote trop marrante pour toi en tout cas. Et moi ça a été, c'est un pote qu'à mon âge, quand on était gosse à l'époque, gosse on avait peut-être 12-13 ans, 13 ans je crois, qui lui avait acheté un peu par hasard Resident Evil 4 sur PS2. Et il l'avait ramené chez moi et il voulait qu'on y joue chez moi. Et dans ma chambre, il s'était mis à fermer les volets, il dit faut qu'on y joue dans le noir, machin. Moi, j'étais terrorisé, je fais putain, à quoi tu vas me faire jouer là? Et je le regardais jouer au début, et je me dis putain, ça va me faire trop peur. Et au final, je sais plus si on avait dû démarrer au début du jeu dans le village et tout. Et le début du jeu a une ambiance quand même assez, ça te met dedans quoi. Mais ça m'avait un petit peu plu et j'avais fini par me l'acheter à un moment donné moi aussi, et je me suis laissé embarquer dans le 4, et le 4 je l'ai fait en live de toute façon, et ouais, ça a été vraiment un des meilleurs, considéré comme un des meilleurs jeux de la série, et notamment de l'ère PS2, parce que c'est le jeu qui a inspiré derrière le jeu de tir à la troisième personne et qui a inspiré par exemple Dead Space ou d'autres jeux derrière. Sonata, il mérite Léon S. Kennedy avec un petit cœur. Ah ouais, Léon c'est... Ah là là. Si je devais changer de corps, je crois que ce serait pour Léon. Ouais. Mais ouais, grosse dinguerie Resident Evil 4. Et après, j'avais enchaîné avec le 5, qui, pour le coup, c'est pas trop la même ambiance. Mais pour avoir rejoué au 5, il n'y a pas d'ambiance, c'est un bon nanar quand même. Hein. Je pense que le 5 à 2 avec un pote, il doit être vachement marrant et décomplexé. Ouais. Le souci, c'est que j'avais pas d'amis, et du coup, j'ai joué à Resident Evil 5 tout seul, et Sheva Alomar, j'avais envie de prendre sa tête et de la fracasser contre le mur tellement elle gâchait les balles. Moi, j'avais envie de prendre ses... Oh, pardon, qu'est-ce que je dis, pardon. C'est pas faux, mais voilà. Bon, le 5, il mériterait d'avoir quelques petites mises à jour pour rendre le jeu moins stupide.
Et ils ont corrigé ces défauts dans le 6. J'ai jamais joué au 6, c'est le seul auquel Je je n'ai jamais comprends joué, pas, c'est le Sonata. 6. Non, c'est bon, t'inquiète pas, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas d'amis pour en parler. On jouera Resident Evil 5 en coop, Sonata, t'inquiète. Ouais, le 6 surtout, moi je kiffe le 6, je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé le 6. Il faut que j'y joue un jour. Ok, c'est noté. Bah, du coup, on va vous parler du créateur de cette série, donc Shinji Mikami, qui est né le 11 août 65 dans la préfecture de Yamaguchi au Japon. Il a étudié au Doshisha University où il a obtenu un diplôme de merchandising avant d'entrer dans l'industrie du jeu vidéo où il a rejoint Capcom dans les années 90. Il a débuté comme planificateur sur des petits jeux comme Capcom Quiz Athena no Daiboken, je sais pas si je l'ai bien prononcé. J'ai regardé ce que c'était tout à l'heure comme jeu, j'ai pas trop bien compris. J'imagine que c'est un jeu de quiz, peut-être. Oui, vu le nom, je pense Ouais. que c'est ça. Et ainsi que des licences Disney comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, je sais pas sur quelle console c'était, Aladdin, mais aussi un jeu qui s'appelle Goof Troop. Je sais pas ce que c'est non plus. Goof Troop, c'est un jeu de la Super NES qui est un jeu de coopération avec Goofy. Donc Ouais. Goofy, c'est Dingo chez nous. Et D'accord. Dingo et son fils C'est tiré le de la titre série original, télé ouais. Dingo. Alors je sais plus comment il s'appelait cette série télé, je sais plus comment s'appelle son fils, mais du coup c'était une série télé ou une série de films. Je sais qu'il y a eu des films, mais voilà, c'était Dingo avec son fils et en gros il avait des soucis relationnels plus ou moins avec son fils, il avait du mal à se comprendre. Bref, c'est une série qui Faire la avait du biographie de succès. Dingo. Ouais, c'est ça. Mais c'était une série qui a eu du succès. Et Goof Troop, Ouais. c'était un jeu du coup de Super NES qui avait été fait pour la coopération. Vous pouvez faire le jeu tout seul. Le jeu tout seul, il est un peu chiant. À deux, franchement, il est rigolo. C'est un espèce de jeu de réflexion par tableau où du coup, l'un joue Dingo et l'autre joue son fils. Et du coup, vous devez vous entraider pour aller de tableau en tableau et terminer. Un peu comme... Non, c'est pas Puyo Puyo. Les persos qui sont Kirby, là, Lololo et là, j'ai oublié le nom du jeu. Mais bon, J'ai un pas. peu comme un vieux jeu de Super NES, enfin de NES, dont je retrouve le nom. Le Lolo et là, bah tiens, j'ai trouvé, c'est ça. C'est les boss du château Lolo. Mais non, connard, pas cela, le jeu d'origine. Putain. Thibaut me dit que Référence c'était sur au Game Boy Lolo. Roger Rabbit, ok. Egerland, qui est pas du tout le nom qu'on a eu en France, non. Je vais pas vous mentir. Bon, c'est pas grave, on passe. Mais du coup, au-delà de ça, un jour Capcom lui confie une tâche un peu inattendue qui est de diriger un jeu d'horreur basé sur le jeu qui s'appelait Sweet Home, un jeu Famicom qui était déjà orienté survival horror avec un petit côté un peu JRPG aussi, où on croisait des monstres en gros et il fallait faire des actions au tour par tour pour les vaincre. Pour ce qui est de Sweet Home, si vous ne connaissez pas, alors c'était un jeu qui était sorti donc sur Famicom où on incarne un groupe de 5 survivants dans une maison hantée. Et le but, c'était de s'en échapper. Et il y a plein d'inspirations de ce jeu-là qui sont En gros, inspirées pour Resident l'avoir Evil, en fait, gros. Comment? je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini, mais pour J'aimerais le faire un avoir jour, fait ouais. une partie. Déjà, c'est un jeu que je recommande aujourd'hui parce que d'un point de vue, déjà graphiquement, honnêtement, pour de la NES première du nom, c'est pas moche. Musicalement aussi, c'est pas. Alors, les musiques des fois sont un peu stridentes, mais musicalement, franchement, ça reste dans le thématique d'horreur. Et donc, vous explorez cette maison en affrontant des créatures vraiment horrifiques, classiques. Ouais, des De l'horreur de fantômes, manière générale des avec un grand zombies. jouet. Voilà. Des Il y a aussi fantômes, des chiens. des zombies, des vers. Il y a des nuées de vers. Des serpents, je peux voir Ouais, aussi. des serpents, il y a des poupées, etc., etc. Et en gros, vous devez réussir à trouver des indices dans des tableaux. Donc, vous retrouvez des morceaux des tableaux et ensuite prendre une photo des tableaux. Et en gros, c'est un RPG de la pré-ère des RPG. Donc, niveau accessibilité, c'est pas ça. C'est-à-dire que, par exemple, vu que dans les tableaux, il y a des indices vitaux, si le personnage qui détient l'appareil photo meurt, vous pouvez plus le récupérer. Du coup, en fait, vous êtes softlock parce qu'il n'y a pas moyen de ressusciter vos persos. Il n'y a quasiment pas moyen. Il y avait déjà un côté survival horror parce qu'il y a pas. C'est pas un RPG dans le sens classique du terme. Vous n'avez pas de village, vous n'avez pas d'endroit où vous reposer. Vous trouvez des ressources dans le manoir qui vous permettent de faire survivre vos personnages. Et vous allez devoir les économiser. Chaque personnage a un objet. Il y en a un qui a un aspirateur, il y en a un qui a un briquet, qui sont tous utiles, mais vous pouvez en déplacer que 3 en même temps, et ils sont 5. Donc du coup, vous allez avoir un groupe de 3 et un groupe de 2 qui se baladent. Et donc, il va falloir côté alterner. séparons-nous comme dans
Scooby-Doo. Exactement, il y a un côté un peu c'est pour moi la Scooby-Doo. Ouais. Et il va falloir bien déterminer quels objets vous allez mettre avec quel personnage parce que vous avez que quelques C'est- emplacements. Oui, il y avait déjà l'inventaire limité qu'on retrouve dans Resident Evil. Voilà, À exactement. l'époque, il Vous y avait avez, que 4 emplacements, j'avais cru voir. c'est ça, tout à Et fait. aussi les fameux temps de chargement quand tu vas de pièce en pièce Oui. avec les portes qui s'ouvrent en gros plan. Exactement. Ça, c'était un truc qui est resté dans Resident Evil et ça ne vient pas de Resident Evil 1, ça vient de Sweet Home. Et du coup, c'est une belle, c'est un beau morceau de l'histoire ce jeu et il est très intéressant à jouer aujourd'hui. Par contre, si c'est une expérience qui vous intéresse de jouer à Sweet Home, parce que honnêtement, c'est un bon jeu pour la NES, c'est un jeu qui a quand même vieilli avec des défauts aujourd'hui qui sont franchement durs. Jouez-y avec l'émulation. Jouez avec des save states. N'hésitez pas à utiliser le remonteur temporel pour rembobiner le jeu, utiliser le rembobinage. Ne vous privez pas de l'expérience à cause de l'austérité et de la vieillesse du jeu. Mais au-delà de ça, si vous voulez pas faire le jeu, mais que le jeu vous intéresse en soi, je vous recommande la vidéo d'Edward qui en parle très bien. Oui, qui en parle très très bien. Voilà, donc le premier Resident Evil, globalement, il naît au début des années 90 chez Capcom en termes de développement, hein, bien sûr, où cette fois la firme cherche à expérimenter des jeux plus adultes sur la première PlayStation plutôt que les jeux Disney dont on a parlé juste avant. Donc Shinji Mikami, ça va... Rien de sale, hein, juste Comment? rien de sale. Je préviens pour l'audience, rien de sale. Juste des jeux plus adultes. C'est ça. On se détend. Ah oui, pas de... On Non, va pas de venir, truc sale. calme-toi. Stalas, voilà, on Voilà. s'arrête. Stop. Et donc Shinji Mikami se voit confier ce projet inspiré donc de Sweet Home, comme on en a parlé, qui est basé sur l'exploration, la peur et la gestion de ressources. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Mikami n'est pas particulièrement amateur de films d'horreur déjà à cette époque-là, mais il possède une vision très claire de ce qui peut provoquer la tension chez le joueur. Son objectif, c'est pas de choquer par la violence, mais de créer plutôt une peur lente et psychologique fondée sur l'anticipation, l'incertitude et la vulnérabilité. Et donc, il s'est servi donc des contraintes de la PlayStation comme choix de design fondateur de la série. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est qu'on peut pas afficher de vastes environnements en 3D détaillés et en temps réel sur la PlayStation, donc conservant une bonne lisibilité visuelle. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout que c'est pas très très beau sur la PS, C'est ça. honnêtement. On va pas se leurrer. Donc, de cette contrainte naît les idées suivantes, du coup. Des décors en images pré-rendues, à l'image des vieux Final Fantasy aussi, notamment FF7, 8 et 9, un peu FF10, mais pas trop. Des personnages, des ennemis en 3D qui se baladent dans ces décors en pré-rendu, et des caméras fixes qui imposent des angles de vue cinématographiques et puis qui est de pair avec le pré-rendu de toute façon. Donc ces choix techniques deviennent rapidement des outils de mise en scène de l'horreur. La caméra fixe empêche le joueur de toujours voir ce qui l'attend, tandis que les changements de plan accentuent la peur de l'inconnu. De même, la maniabilité rigide, les fameux contrôles un peu tankeux comme ceux de Lara Croft, ça renforce la sensation de fragilité face aux ennemis. Parce que dès qu'on va avoir un zombie en face de nous, on veut s'enfuir rapidement, il faut tourner notre personnage, s'enfuir rapidement et connaître bien nos contrôles par cœur et savoir comment réagir. Et du coup, ces caméras fixes fait que quand on avance, par exemple, à l'angle d'un mur, c'est là que la caméra va changer, va se tourner, et qu'on va peut-être voir un zombie qui est en face de nous à ce moment-là, qu'on ne pouvait pas voir sur l'angle d'avant. Et au-delà de ça, le gameplay, il est aussi très axé sur la survie. Donc là, Shinji Mikami, il impose une philosophie claire, c'est que le joueur ne doit pas se sentir puissant face aux ennemis. Donc on va avoir des munitions limitées quand on va tirer sur les zombies, un inventaire restreint. Donc là, on parlait tout à l'heure de Sweet Home avec 4 places dans l'inventaire. Là, Resident Evil va faire le choix de 6 pour Chris, parce que dans le jeu, on pourra choisir entre 2 personnages qui sont du coup Chris Redfield et Jill Valentine. Et Jill, elle va avoir 2 emplacements de plus. Si je dis pas de bêtises, elle va avoir 8 emplacements. C'est l'inverse. Comment ça, c'est l'inverse? Je crois que c'est l'inverse, non? Non, c'est Chris. Ah non, elle a plus d'inventaire. Non. Elle a plus d'inventaire et lui, il a plus de PV. C'est ça, voilà. En gros, lui, il a plus Parce de que PV. lui, il est plus costaud. Parce que c'est un bonhomme. En gros, c'est ça, quoi. On va avoir des énigmes qui vont être intégrées dans l'environnement, dans le gameplay, et puis une narration fragmentée via des documents et des notes où en gros, on arrive en gros dans le manoir, il y a des zombies qui s'y baladent,
Et on va apprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé au niveau de l'accident, etc. Qu'est-ce qu'il dit T'es dans le chat? Et elle, c'est parce qu'elle a un 5 à main? Gros sac à main. Non, c'est parce qu'elle a un Ouais, c'est ça. Elle a plus de poches. Alors, ça me fait penser à la vidéo de Joueur du Grenier où il faisait un papy de grenier et il parodiait ce fait-là, de ne pas pouvoir prendre Oui. son objet. Il était dans sa main, il faisait je peux pas prendre ce truc-là, j'ai déjà ces 3 clés sur moi. En vrai, c'est tellement complètement ça. C'est ça. T'es tout le temps là. Ah putain, pourquoi est-ce que je peux pas prendre des cartouches de lance-grenade? Je préfère garder 2 plantes vertes sur moi. Fais chier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mécaniques plus orientées action, comme l'esquive et des attaques spéciales qui sont testées durant le développement, mais Mikami les rejette, estimant qu'elles rendent les zombies ridicules plutôt que terrifiants. Le joueur doit parfois éviter le combat, ce qui est alors inhabituel dans les jeux d'action de l'époque. Après, au niveau de l'histoire, elle est inspirée de films de zombies de George Romero. Je connais pas trop ce réalisateur. Bah c'est le De la grand série B, roi quoi. du zombie, George Romero. À ne pas confondre avec John Romero, qui était de la même époque Ouais. et qui ont le même nom, qui sont un peu dans le même genre niveau métal d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même La Nuit des Morts Vivants, hein, George Romero. Voilà quoi. Je crois qu'il a plus de films morts vivants à son actif que de films du reste. Il a fait L'Armée des Morts, il a fait, je sais plus ce qu'il a fait. Je crois qu'il a fait Le Territoire des Morts, Les Vestiges des Morts Vivants, et puis je sais plus trop quoi. Enfin voilà, il aime bien les zombies. Et du coup, on est sur un scénario nanardesque de zombies à base de créatures mutées dans un laboratoire au fond d'un manoir qui sert au final de lieu d'expérimentation avec le fameux est devenu légendaire, Virus T. Et au final, le scénario était surtout intéressant. Ouais. Le scénario était intéressant, non pas parce qu'il était bon, honnêtement, c'était nanardesque as fuck, mais c'était surtout parce qu'il était bien raconté. En fait, ironiquement, il était raconté comme aujourd'hui Dark Souls raconte ses scénars. C'est-à-dire, du coup, à travers des documents que vous allez trouver, et en lisant du coup des comptes rendus, des journaux montrés par des gens, écrits par des gens, par des vidéos, etc. Et c'est comme ça que vous recoupez les informations, que vous dites ah c'est ça qui s'est passé. Ouais, après, globalement, on a quand même des révélations via les cinématiques avec certains personnages vers la fin, etc. Surtout que c'est tourné avec des vrais acteurs. Ah bah tiens, on les voit là. Ça me fait. Oui. Il y avait la cinématique d'introduction de Resident Evil 1 était tournée avec des vrais acteurs. Wesker, oh yeah, baby. Putain. La petite coupe en brosse qui fait le taf. Ah, je te jure. Ah là là. La première apparition d'Albert Wesker, c'est dans le 1 quand même. Hein. Il nous aura fallu 5 jeux pour le zigouiller, ce fils de schlag. Il a spoilé Resident Evil 5 à tout le monde à l'instant. Bravo. Resident Evil 5, il a quel âge, s'il vous plaît, respectez-moi. Hein. Oui, j'avoue. Hein, le mec est tellement mort que dans le 7, on lui a filé un flingue à son nom, quoi. Enfin, bref. Ah, dans le 7, il y a un flingue qui a un nom de Wesker, je sais même pas. Attends, le 7, tu te fous de ma gueule. T'as fini le 7 ? Ah ouais, mais il y a un flingue qui a le nom de Wesker, t'es sûr ? C'est le flingue que t'as à la fin contre le boss final. Le flingue que Chris t'envoie dans les mains, il s'appelle le Wesker. Moi, je me rappelais même plus, tu vois. Parce que c'est un flingue anti-virus. Ah oui. Putain, faut que je refasse le 7, il était trop bien. Et du coup, si vous avez l'édition spéciale du 8, vous avez le Wesker en début de jeu, qui est un gros flingue de merde. D'accord. Mais bon, vous l'avez quand même. Mais du coup, après quelques années de développement, Resident Evil 1, premier du nom, sort en 96 et ça connaît le succès qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est le premier jeu qui pose la base du survival horror en général, du genre tout entier, qui influence des dizaines de productions futures. Et il marque également le début de l'ascension de Shinji Mikami comme figure majeure du game design chez Capcom. Ensuite, survival horror, c'est un terme qui n'existe pas. Hein. C'est là que c'est rigolo et qu'on voit qu'il bossait dans le commerce avant. Parce que du coup, c'était un terme commercial sur la boîte américaine du jeu. Avant tout, oui. Et c'est rigolo, du coup, que ce soit devenu un terme. Genre, aujourd'hui, tu dis, je suis en train de jouer à un survival horror. Tout le monde comprend ce que tu dis. Alors qu'à la base, c'était un terme bullshit commercial pour dire, waouh, c'est un jeu horrifique du survie, un jeu survival horror. Ça aurait pu s'appeler un carpaccio de saumon, que tout le monde serait tombé dedans aussi. Rigolo. Le carpaccio de saumon, ça aurait peut-être moins bien marché. Je suis peut-être pas fait pour bosser dans le commerce. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Resident Evil ne s'appelait pas Resident Evil de son nom originel au Japon. La série s'appelait Biohazard. Biohazard. Ouais.
Et ils l'ont Ça renommé s'appelle Resident toujours Evil. Biohazard. Ça s'appelle toujours Biohazard en soi, quand même, au Japon. Ouais. J'ai pas compris pourquoi. Ça, par contre, j'ai pas compris parce que Biohazard. Je vais te le dire. clairement J'ai bien. cherché. En fait, c'est que Biohazard, c'était le nom d'un groupe de rock ou de métal aux États-Unis. Et pour ne pas confondre les deux, il pouvait y avoir confusion. Du coup, ils ont décidé de renommer le jeu Resident Evil en Occident. Du coup, C'est complètement con. Et voilà. voilà. Du coup, on l'a appelé comment? Resident Evil. Surtout qu'au final, résidence du la mal. la résidence du mal. Ok, merci. Sauf qu'en fait, la résidence, elle est dans le premier jeu. Et après, on n'est plus dans une résidence. Nique ta mère. Puis le 7. Éventuellement, le 7 mérite Ouais, de le s'appeler 7. Resident Evil. On va continuer à parler du 1 parce Resident que Evil. le 1 ne s'arrête pas là. Pas là, pardon. En 2002, sort un remake du premier jeu. Alors pourquoi est-ce ils ont voulu refaire ce premier titre? C'est qu'au début des années 2000, Capcom conclut un partenariat avec Nintendo pour développer plusieurs exclusivités de la GameCube. Et plutôt que de produire uniquement une suite, Mikami propose une idée audacieuse, c'est de refaire entièrement le premier Resident Evil. Alors, je dis rapidement que Resident Evil 2 et 3 sont déjà sortis à l'époque sur PlayStation. Donc l'objectif n'est pas vraiment commercial au sens strict, mais artistique et créatif. Mikami considère que le jeu de 96 n'a jamais pleinement atteint sa vision originale à cause des limites techniques de l'époque. Le remake est donc pensé comme une version définitive, donc une version Director's Cut en gros, et non une simple mise à jour graphique. Donc le principe du remake de 2002, c'est qu'il va conserver la structure et l'esprit original du jeu, mais en approfondissant certains aspects comme des décors entièrement reconstitués, beaucoup plus détaillés, plus sombres et plus vivants, mais on est toujours sur des caméras fixes avec des décors en pré-rendu. Une ambiance sonore retravaillée, ça c'est vrai que si vous voulez jouer un jour au remake de Resident Evil 1, le sound design et les silences oppressants, ils sont vraiment bien. Très cool. Moi, je trouve que le Resident Evil 1 aujourd'hui, c'est un jeu qui se joue très bien. Resident Evil 1, le remake, c'est vraiment une version supérieure. Bon, Ouais. déjà, au-delà du fait que graphiquement, c'est très joli. Ouais, franchement, Il y a... Ouais. pas la version forcément GameCube, mais si vous pouvez y jouer aujourd'hui La version HD. PC ou la version HD sur PlayStation, et franchement, ça n'a pas vieilli. Moi, je l'ai sur PC, ouais. Elle est vraiment très jolie. Il y a plein de mécaniques intéressantes, comme les couteaux. Alors, vous avez toujours le couteau pour vous battre, mais déjà, il n'est plus dans votre inventaire. Ça, c'est cool. Vous avez un bouton pour sortir le couteau à tout moment. Ça, c'est une excellente idée. Oui, parce que c'est tellement un survival horror, Resident Evil 1, que dans l'original, si vous vouliez avoir une arme de corps à corps, si vous n'avez plus de munitions, il fallait penser à prendre le couteau dans votre inventaire. Qui prend un emplacement d'inventaire, le chien. Ouais. Donc, bon. Au final, tu te bats avec un fusil à pompe et puis basta. C'est vrai que les couteaux, ils avaient mis dans un emplacement à part dans le remake. Oui, alors, tu as quand même le couteau de combat. Par contre, en effet, tu avais des armes supplémentaires qui étaient des armes de secours. Et c'était une super mécanique. En gros, le principe, c'est que si vous avez une arme de secours sur vous et que vous faites attaquer par un monstre, votre personnage se défend automatiquement, met un coup au monstre qui inflige des dégâts. Par contre, votre arme de secours se brise. Et je trouve que c'est une mécanique géniale. Parce que dans ces jeux de survie, l'intérêt, c'est de vous dire combien j'ai de ressources, qu'est-ce que je suis prêt à dépenser dans une situation donnée. Et en fait, celle-là, c'est une ressource intéressante vu que vous la maîtrisez qu'à demi. Vous savez combien vous en avez en stock. Vous savez que vous pouvez vous défendre X fois. Sauf que l'objectif, c'est quand même pas de faire vous toucher. Donc, quand vous vous faites toucher, vous êtes niqué quand même un peu. Mais du coup, vous avez survécu. Dans le jeu, oui, il n'y a pas toutes les ressources pour tuer tous les zombies. Ah bah non, clairement pas. Enfin, Clairement tu pas. peux essayer, mais c'est débile après. Alors, honnêtement, Run 1, au bout d'un moment, tu as tellement de balles si tu peux massacrer tout. Par contre, une fois que tu as atteint le laboratoire et que tu as les hunters qui débarquent, bah, tu cours. Tu cours tout le temps. C'est ça justement, c'est que à ce remake, ils ont ajouté de nouvelles zones avec des nouvelles énigmes et une réorganisation de certains espaces. Et ils avaient aussi ajouté les fameux Crimson Head, donc les zombies qui se relèvent plus rapides et dangereux si le joueur ne brûle pas les corps après les avoir tués une première fois. Et mécanique d'ailleurs, rigolo, mécanique qui sera repris dans The Evil Within, qui est aussi un jeu de Shinji Mikami. Pour le coup, The Evil Within, je l'avais pas fini le premier, j'avais été assez loin, mais je me rappelais plus qu'il y avait ça. Ah bah, on en rediscute après quand on parle de The Evil Within. Ouais. Mais du coup, je me rappelle que la première fois ça m'est arrivé dans ce remake, ça m'avait fait tellement flipper quand t'as le zombie qui se relève. On en reparle après. On en reparle. Ouais. La régie là. Et du coup, ça rajoute des éléments assez centraux dans ce remake parce qu'en gros, tu as la mécanique de la peur de ses propres erreurs qui est là. Parce qu'en gros, pour brûler un zombie dans Resident Evil 1, le remake, il fallait avoir sur soi un briquet
une gourde dans laquelle tu mettais du kérosène et que tu trouvais dans certaines salles, et le kérosène est en ressources limitées aussi dans le jeu. Bon, pas le briquet. Pas Alors, le briquet, c'était voilà. rigolo parce que le briquet, c'était un objet qui était déjà dans Resident Evil 1, mais il servait juste pour allumer un feu à un moment et récupérer. Je ne sais plus quel objet. Et du coup, ils ont trouvé une deuxième utilité au briquet. Par contre, du coup, pour buter les Crimson Head, fallait avoir consommé 2 emplacements d'inventaire. Et quand tu joues Chris, ça fait mal au cul. Hein. C'est clair. Donc au final, c'est un remake fidèle, mais un peu plus impitoyable que le jeu d'origine, parce que contrairement au remake moderne qui cherche parfois à simplifier l'expérience, celui de Resident Evil remake du coup est plus exigeant que l'original. Il part du principe que le joueur connaît déjà les règles donc, du premier jeu et joue avec ses attentes. Cette approche reflète la philosophie de Mikami. L'horreur naît quand le joueur croit être en terrain connu et se trompe. Mais pour le coup, moi, j'avais pas fait de jeu d'origine, donc j'ai découvert Resident Evil 1 via ce remake, donc cette mécanique-là n'a pas trop fonctionné sur moi. Mais j'avais trouvé que c'était vraiment un jeu super. Ouais. Et il a Donc, au introduit final, en plus un des personnages les plus cool de la série, qui s'appelle Barry Burton, qui est jouable uniquement dans le mode mercenaire. Et c'est un mec qui porte tellement ses couilles qu'il commence la game avec un magnum. Ouais. Vraiment, qui est l'arme la plus puissante du jeu. Et du coup, on me sait le signe que le disque vient de se finir. Et oui, le chat est là, putain. Enfin, Mais du coup, pour conclure sur ce premier Resident Evil, ça a été un développement en gros subtil entre contraintes techniques et inspiration cinématographique. Décision de game design radicale. Quant au remake de 2002, il représente la maturation complète de cette vision, une œuvre de perfectionnement plutôt que de nostalgie. Voilà, globalement, et pour le 1 en tout cas. Pour ce qui est des suites, du coup, après le succès du premier, Mikami, il est promu producteur chez Capcom et accompagné d'une équipe qui supervise de là le Resident Evil 2, donc celui auquel tu as joué en premier, Sonata, qui se déroule le premier avec Léon et son beau Huck dans le commissariat. Et Claire. Et Claire Redfield aussi, c'est vrai. Léon, je suis désolé, mais Léon... non, je confonds. Merde, non, je confonds avec Chris, par contre, parce qu'il y a Claire. Dans le film... La meilleure réplique du 5e film Resident Evil, c'est quand il rencontre Chris Redfield, qu'il est en tôle, qu'il est joué par le mec de Prison Break. Ouais, je me rappelle. La première réplique, c'est « Je sais comment sortir d'ici ». J'étais au ciné, toute la salle était morte de rire. Je comprends pourquoi. Putain. Et du coup, je sais plus. Si, je voulais appuyer sur une mécanique, c'est que ce qui est sympa avec Resident Evil, c'est que, en tout cas avec les 2 premiers, c'est qu'une fois qu'on a fait le jeu une première fois, on peut refaire le jeu du coup avec le second personnage qui est proposé. Oui. Alors, dans Resident Evil 2, c'était plus compliqué que ça. Ouais, parce que tu avais un scénario qui pouvait différer un peu. Ouais, exactement. Surtout qu'en plus, c'était pas le même. Si vous commenciez avec Léon. Alors, quand vous commenciez une run, vous étiez obligé de commencer toujours la run. En gros, vous aviez une run A et une run B. Et le scénario était différent dans la run A ou dans la run B. Et donc, si vous commenciez par contre avec Léon, vous deviez faire le jeu plusieurs fois. Et du coup, si votre run A, c'est Léon, dans toutes vos redites, votre run A, ce sera Léon. Et si vous voulez finir le jeu à 100%, il faut faire toutes les run A Léon, run B Claire, et toutes les run A Claire, run B Léon. Ensuite, vous débloquez Husk, qui est un personnage particulier qui est bien connu dans les modes mercenaires, qui est un espèce de soldat de l'Umbrella Corporation, qui du coup joue une version plus difficile du jeu où les ennemis font plus de dommages. Par contre, il est suréquipé, donc il est plus fort, mais honnêtement, le jeu est beaucoup plus dur. Les zombies sont plus rapides, plus forts. Et si vous avez l'audace de finir le jeu avec Husk, vous débloquez Sojaman. Ah oui. Et du coup, Sojaman, c'est vous jouez un carré de soja, un rectangle plutôt de soja, à taille humaine, qui est un glass cannon, c'est-à-dire du coup que vous avez 0 PV, vous vous faites choper par un zombie, vous mourrez, et ça en gros c'est juste le mode LOL du jeu. Voilà. Je sais pas si on fait dans le remake de 2019, mais pour le coup, si vous voulez commencer à jouer, si vous voulez découvrir Resident Evil 2, jouez au remake parce que c'est une masterclass ce jeu. Et je l'ai trouvé naze. Le remake du 2 ? Mais non. Je l'ai trouvé vraiment à chier. Après, moi, j'ai jamais joué à Resident Evil 2 d'origine, mais quand j'ai découvert Resident Evil 2 ça n'a aucun rapport avec Resident Evil 2, vraiment. Je le compare pas à Resident Evil 2 parce que honnêtement, le jeu parlait d'une bonne intention. Niveau feeling de gameplay et tout, il y avait quelque chose.
Sauf que j'ai jamais trouvé un Resident Evil aussi injuste et mal branlé. Il y a des munitions nulle part, c'est une galère monstrueuse. Le jeu en mode normal, il est dur as fuck. Les boss sont injustes, il n'y a pas de munitions avant ou pendant les boss. Démerde-toi ma poule, bats-toi au couteau. J'ai trouvé le jeu chiant, je l'ai pas fini. Voilà. Je pense qu'il faut bien gérer ses munitions, mais moi j'ai trouvé vraiment trop bien. Et Mister X, comment il me faisait stresser. Ah oui, et il y a ça aussi. Oh là là. Je déteste les chasers. Je dirais et je maintiendrai toujours, si vous mettez un chaser dans un jeu d'horreur, c'est exactement comme les gens qui font des jeux d'horreur où vous n'avez pas de possibilité de vous défendre. C'est que vous créez de l'horreur artificiellement parce que vous êtes incapable de la véhiculer par le gameplay. Les chasers, c'est de la merde. Voilà, je le dis. Pourquoi tu trouves ça que c'est de la merde? Parce qu'en fait, l'intérêt pour moi d'un jeu d'horreur, l'intérêt vraiment d'un pur jeu d'horreur, et pour la raison pour laquelle j'aime ça et que les jeux d'horreur me font peur quand un jeu d'horreur est bien fait, coucou Dead Space, c'est que en fait, l'horreur doit être véhiculée, c'est exactement ce qu'on essaie de dire là et la conclusion qui est là, l'horreur doit être véhiculée par le gameplay. C'est-à-dire que je vais citer un jeu que j'ai malheureusement fait d'une traite en une soirée Halloween avec un pote, on était un peu chargé, qui est Outlast et Outlast 2, plus DLC. On a fait les deux, plus DLC à la chaîne en une nuit. On était rincés. Ah, tu m'étonnes. Outlast, c'est un jeu qui fait peur parce que c'est exactement comme Saw ou les vieux films de merde qui te balancent des jumpscares à la gueule. C'est quelque chose qui fait peur parce que, un, ça te balance des jumpscares et deux, ça te met dans une position de faiblesse extrême. Ton personnage n'est pas capable de se défendre et est dans une situation isolée avec des psychopathes. Mais moi, le boogeyman, là, qui est un espèce de gars qui se balade avec son couteau dans le 2, mais avec mon 1m90, le mec, il débarque avec son couteau, moi, je flippe ma mère, mais je lui pète le rable. Je l'attrape, je lui défonce le crâne. Enfin, sans déconner, le personnage est une victime. Et en fait, pour moi, pour que le gameplay véhicule l'horreur, si ton personnage n'est de base pas capable de se défendre, je ne peux pas avoir peur. Parce qu'en fait, comme je sais que mon personnage est incapable de se défendre et que c'est une putain de victime, je n'ai pas de rapport à l'autodéfense et à l'instinct de préservation. Parce que c'est ça qui fait peur. C'est ton instinct de préservation. Est-ce que je vais une pouvoir vision d'horreur pour certains développeurs aussi, tu vois. Le fait que ton perso est pas préparé et il y a le côté secte qui fait qu'il a peur tout le long, quoi. Non, mais ça, c'est possible. Tu prends par exemple Resident Evil 7, Ethan Winters, mais il se pisse dessus pendant toute l'aventure. Sauf qu'il est conscient que s'il prend pas les armes et que s'il fait pas un pas en premier, forcément, quelqu'un viendra le chercher, de préférence une espèce de mamie dégueulasse capable de se transformer en monstre de 2,50 m de haut. Mais à part ça... Une petite fille. Voilà, et une petite fille. Il aura peut-être plus de problèmes avec la police. Voilà. Mais du coup, ça fait peur parce qu'en fait, votre personnage est capable de se défendre. Votre personnage a une barre de santé. Votre personnage a des limitations et il a des ressources. Sauf que ces ressources sont insuffisantes ou elles sont limitées. En gros, soit vous êtes bon et vous faites que des headshots, soit vous vous retrouvez dans la merde. Et c'est ça qui fait peur. C'est le moment où vous tirez, où vous touchez, où votre adversaire n'est pas à terre et où vous vous dites « Putain, au secours, par pitié, j'ai plus de balles. » Donc, ce qui pour toi fonctionne pas avec Mister X dans Resident Evil 2, c'est qu'il est immortel en gros, quoi. Exactement. Par Sauf exemple, au moment où il faut le tuer, quoi. Si je te prends un contre-exemple, un adversaire que j'ai trouvé intéressant, un chaser que j'ai trouvé intéressant, il est dans, pour moi, un des meilleurs jeux d'horreur de l'histoire, Resident Evil 4. Parce que dans Resident Evil 4, il y a cette créature-là qui est dégueulasse, qui arrive dans le marché et qui est invulnérable. Dans le marché. Oui, tu sais, les espèces de gros bestiaux qui sont des espèces de grosses carcasses en plusieurs morceaux, tu peux les éclater au fusil à pompe et ils tombent en morceaux par terre, sauf qu'ensuite ils se reconstruisent. Et en fait, tu dois trouver un viseur laser. La lunette thermique, là. Exactement. Tu dois trouver un viseur thermique. Il me faisait tellement peur. Je l'ai fait en Et live. oui. Ils font peur parce qu'en fait, pendant tout le jeu, tu ne te retrouves pas avec ce genre d'adversaire. Et d'un coup d'un seul, tu as un adversaire qui est invulnérable dans un environnement fermé et tu fais au secours. Et en fait, tu trouves une lunette thermique. Cette lunette thermique te permet de trouver un espèce de verre qui se balade dans leur col, qui est leur point sensible. Plusieurs. Exactement. Et là, et quand tu rates ton coup, tu fais « Eh merde !» Et c'est là que c'est super intéressant. Et remerde. Mais voilà, c'est ça qui véhicule la peur, tu vois. C'est qu'en fait, tu te retrouves dans une situation avec plusieurs de ces monstres qui sont dangereux. En plus, les bâtards, ils font pas un peu mal, ils font beaucoup très mal. Et du coup, ces créatures-là sont flippantes par leur force, elles sont flippantes par l'ambiance qu'ils véhiculent. Et derrière, elles sont flippantes parce qu'au niveau gameplay,
pour les buter dans une situation de stress. Tu es obligé de garder ton sang-froid et de viser déjà dans un environnement. Et en plus de ça, la lunette thermique, l'idée de génie de gameplay de la lunette thermique, c'est que toi, tu vises avec ta lunette thermique. Tu te dis, OK, j'ai ma lunette thermique, je vois le point faible de l'adversaire. Sauf que ces bestiaux-là, ils sont rarement tout seuls. Du coup, pendant que tu en vises un, les autres, ils se déplacent et toi, tu vois plus rien. Mais ça, c'est un truc qui fait flipper. Ça, c'est le vrai gameplay de l'horreur. Ça, c'est pas juste être avec une caméra, être dans un couloir et oh là là, il y a un monstre qui arrive. Je me casse dans un casier pendant Myster X 25 m'a quand minutes. même fait peur dans le 2, tu vois. Quand je l'entends, Ouais, quand alors, et t'entends tu les vois, bruits alors, de pas, quand il est pas dans la même pièce que toi et que tu sais qu'il arrive. Le problème de Myster X, c'est qu'il est omniprésent. Tu veux qu'un chaser... en vrai, voilà, je chipote un peu. Un chaser, ça peut être intéressant à certains moments. Par exemple, bon, je trouve qu'ils en abusent un peu dans Resident Evil Village. Il y a des chasers un peu partout, c'est un peu insupportable. Genre, Dans le 7 aussi, c'est bon, il y avait le on a père. Dimitrescu, c'est un chaser. On a Moreau, le père c'est dans un le 7. chaser. Le quoi Oui, le daron dans le 7. Mais tu vois, c'est pareil, le daron, je trouve pas que c'est une mauvaise idée, parce que le daron, c'est temporaire. Le daron dans le 7, c'est temporaire. Alors, ça dure un petit moment quand même, le daron. Il me faisait bien chier, d'ailleurs. D'ailleurs, en vrai, le daron dans le 7, c'est mon méchant le moins préféré, parce que c'est un chaser. Et le souci de Myster X, c'est qu'il est omniprésent. Alors, pas tout le temps. Et là, vous me diriez, ouais, mais du coup, ça veut dire que tu considères que Resident Evil 3, c'est de la merde, parce que Nemesis, c'est littéralement la création des chasers. C'est différent avec Nemesis. Ouais, Nemesis, il est différent parce que Nemesis, il est à plusieurs moments. Voilà, il y a plusieurs moments que ça reste un boss. Et en fait, c'est ça le truc avec les chasers. Un chaser, ça peut être intéressant si le chaser il est temporaire. S'il y a un moment, parce qu'en fait, ce qui était intéressant avec Resident Evil 4, c'est le moment où vous rencontrez ces fameux chasers. C'est qu'en fait, au moment où vous arrivez là-bas, c'est un moment assez late game. Vous êtes blindé d'équipements, bien améliorés, vous vous sentez bien fort, les zombies vous font plus peur. Vous êtes en mode, putain, j'ai des flingues améliorées, j'ai des fusils à pompe, ma mitrailleuse, franchement, je suis imbaisable. Et là, tu as ce machin qui débarque et tu te pisses dessus. Et comment relancer la machine? Alors que Myster X, il est tout le temps là. Moi, en fait, le problème que j'ai avec ce genre de monstre, c'est que je suis en train de me dire, OK, il faut que j'aille d'un point A à un point B. Pam, 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 pam. Oh putain, il y a Myster X en face, il faut que je fasse un détour. Voilà, c'est ça ce qui me passe l'esprit. C'est pas, oh mon Dieu, la Myster X, c'est... va falloir que je l'évite, fais chier. Mais du coup, j'y ai pas joué, mais tu vas me dire si tu y as joué, on a peut-être déjà parlé de ce jeu, mais Alien Isolation, du coup. Et là, il m'a eu. Parce que Alien Isolation, pour moi, c'est un des meilleurs jeux d'horreur qui existent. Il faut que je le fasse. Je dirais que mon top 3, honnêtement, c'est Resident Evil 4, mais il y a un peu de nostalgie, je pense. Mon top 1, number 1, c'est Dead Space. Et il y a Alien Isolation. Sauf que Alien Isolation, c'est différent. C'est un chaser. Alors, le truc, c'est qu'Alien Isolation, il a le cul entre deux chaises. Parce qu'en effet, le Alien est un chaser, sauf que c'est un chaser qui est un peu unique. Parce qu'en fait, tout est basé autour de lui, et ensuite, le personnage n'est pas franchement vulnérable, dans le sens où il y a plusieurs choses qui font que c'est un chaser un peu particulier. Un, il n'y a pas que lui comme ennemi. Du coup, quand vous affrontez des humains ou des androïdes, vous avez quand même des moyens de vous défendre. Alors, les humains, ils font pas très peur. Les humains, c'est le côté action du jeu. Les androïdes, par contre, ils font flipper. Ouais, et en plus, ils sont résistants, les enfoirés. Par contre, le Alien, c'est un pur chaser au début du jeu. Et lorsque vous l'affrontez, alors ouais, vous êtes en état de vulnérabilité, mais en fait, l'IA du Alien est très particulière. Plus vous allez utiliser une méthode pour vous esquiver le Alien, plus l'IA va débloquer des compétences. En fait, le Alien a une série de compétences, fouillez dans les casiers, fouillez sous les meubles, et il va apprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure du jeu, lorsque vous arrivez à certains stades, vous allez débloquer des trucs. Vous avez les objets pour le faire parer. Parce que par exemple, vous n'avez aucun objet pour faire casser un chaser dans Outlast. Par contre, là, du coup, vous avez les grenades qui font du bruit. Vous avez les grenades tout court. Vous avez les flashbangs. Au bout d'un moment, vous débloquez le lance-flamme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Alien reste un chaser invulnérable. Le lance-flamme, ça le fait fuir. Ça vous donne un répit. Et du coup, ça crée une vraie tension. Parce que le lance-flamme, vous pouvez avoir maximum 100 unités de carburant et il en faut entre 25 et 50 pour le faire fuir. Donc en gros, si vous jouez bien, vous avez à peu près 3 shots. Si vous êtes dans le stress, qui arrive souvent quand il arrive à 1 mètre, vous avez plutôt 2 chances de le fuir. Et du coup, c'est un chaser particulier qui est un demi-chaser et qui est honnêtement le meilleur chaser de l'histoire des jeux de rôle, de l'histoire des jeux d'horreur. Pardon. Il a un statut un peu unique. Voilà. Dans le jeu de rôle, c'est pas pareil. Dans Alien, vous pouvez le défoncer la gueule, fusil à pompe, c'est hilarant. Bref, yes, mais du coup, voilà, comme Resident Evil 2 et 3 avec le Nemesis dont on a parlé,
Il a aussi dirigé Dino Crisis, du coup, donc le fameux Oui. jeu un peu dans la même veine Survival Horror, mais avec des dinosaures, qui est un peu mythique aujourd'hui. Moi, je l'ai pas fait, mais apparemment, c'est un jeu mythique. Resident Evil 4, dont on a parlé tout à l'heure, qui est du coup, une nouvelle tentative de la série Resident Evil, où là, cette fois, on ne va plus être en caméra fixe, mais on va suivre le personnage caméra à l'épaule. Oh, on va C'est suivre orienté le beaucoup bouti de plus Léon, action, quoi. cette fois-ci avec un système de visée plus dynamique qui inspire toute une nouvelle génération de jeux dont on a parlé après, comme du coup Dead Space et Gears of War. Et, Ouais. et la meilleure invention de l'histoire, l'inventaire qui a créé moult et moult personnes addictes au rangement. Ah oui, la mallette de Resident Evil 4. La Vous l'avez mis en mallette live de quand je l'ai fait, Resident oui. Evil 4. Fallait optimiser chaque petit carré de sa petite mallette. Faites attention. Là, fallait ranger Absolu vraiment les armes là, cinéma. les munitions là, les objets de soins là, fallait les combiner parce que bon, faut pas déconner. Et aussi Mikami, il faut savoir qu'il a été associé à d'autres projets cultes, souvent comme producteur exécutif, mais pas toujours directeur. Donc Devil May Cry, parce que Devil May Cry, ça devait être à la base un Resident Evil qui s'est transformé en une nouvelle licence. Beautiful Joe, je ne le savais pas. Phoenix Wright Ace Attorney, big up à 80s sur celui-là. Et God End, ça je ne connais pas ce jeu, God End. Alors c'est un truc assez beat'em légendaire, up. God End. Je l'ai pas testé malgré moi. C'est un beat'em up. Je l'ai sur ma console d'émulation. Il faudrait que je le teste. À ce qui paraît, il est un peu culte. Tous les avis que j'ai trouvés sur Internet sont moyens, mais en gros, il y a des gens qui disent c'est vraiment de la merde, et il y a des gens qui disent c'est une perle cachée de l'histoire du jeu vidéo. Du coup, j'ai envie de me forger mon propre avis. Peut-être qu'un jour, sur un Burger Games, je vous donnerai mon avis sur God End. Ça a l'air rigolo comme ça de ce que je viens de voir comme image en tout cas. Ouais. Et donc, en 2006, après la dissolution de Clover Studio, Mikami cofonde Platinum Games et dirige Vanquish comme jeu, un shooter d'action dynamique qui montre son intérêt pour des genres variés. Et dans la même année, il fonde Tango Gameworks, qui va du coup développer The Evil Within, dont tu as parlé tout à l'heure, The Evil Within 2, Ghostwire Tokyo, big up à Et bah Alison, pour le coup, qu'est-ce quand qu'il on a fait rédigé ce truc-là, j'étais sur le Q1, je savais pas que c'était lui qui avait fait Platinum Games, incroyable, Ouais. parce que Vanquish, jeu légendaire. Cofondé Pour Platinum revenir Games. à The Evil Within 1, très vite, clairement, bon, déjà, le jeu se réfère. Shinji Mikami se référence lui-même, un peu comme s'il se taillait lui-même une pipe. C'est absolument formidable. Il réutilise Kojima. sa propre scène. Ouais, c'est un peu comme Kojima. Il réutilise sa propre scène d'introduction du zombie de Resident Evil 1 dans The Evil Within, ce qui est assez hilarant. En vrai, c'est tellement mignon. pas de The Evil Within alors que j'ai fait les 2 tiers Alors, du jeu. The Evil Within, en vrai, c'est un jeu qui, j'ai l'impression qu'il a été fait par un studio bicéphale, parce que il y a les gens qui ont compris Resident Evil et qui ont fait un Resident Evil-like avec des zones semi-ouvertes, un côté infiltration, les ressources limitées et tout. Et 50 à 65% du jeu qui est basé sur des couloirs chiants à en crever. Vous comprenez rien à ce qui se passe parce que vous êtes dans la tête d'une personne et un psychopathe en plus. Ouais, je me souviens que et vous changez de lieu. Et The Evil Within, franchement, il est what the fuckesque, et j'ai trouvé le jeu long et chiant parce que ça l'a fait en live, je crois, il y a quelques temps. c'est possible, ouais. Moi, je l'ai trouvé. Et du coup, il y a bien la mécanique d'avoir des allumettes pour cramer les corps, sinon ils se relèvent. J'ai trouvé le jeu tellement. Au bout d'un moment, je me suis dit, je m'assois devant mon truc, je vous jure, j'ai littéralement pris un thermos de café et j'étais en mode, allez, je finis cette merde. Tellement j'en avais marre. The Evil Within 2. L'épreuve. Il est incroyable. Incroyable pour 2 raisons. Un, c'est un bon jeu de base. Pas très horrifique. Il y a des trucs qui sont censés faire peur. Je ne l'ai pas trouvé très effrayant. Il y a des monstres, par contre, qui sont super bien designés et un peu flippants. Mais je ne l'ai pas trouvé très effrayant. De quoi ? Faire le 1 pour faire le 2 ? Non, honnêtement, non. Honnêtement, on s'en bat les couilles. À part, ou sinon, Matt, vite fait un résumé, parce que en gros, méchant du 1, être mort, machine du 1 qui permet de rentrer dans la tête des gens existe toujours. Personnage du 1 rapatrié dans le 2 pour aller dans la tête de quelqu'un d'autre, va voir des trucs bizarres. C'est tout. Sauf que cette fois, c'est un peu plus de sens. C'est mieux écrit, mieux amené, les scènes sont mieux faites. Par contre, le jeu est vraiment basé sur l'infiltration pour affronter des créatures. Et c'est la foire.
au stabbing, c'est hilarant. J'ai passé l'intégralité du jeu à backstab tous les adversaires. J'ai été intouché parce que si vous montez à fond la discrétion, vous êtes un tueur sur pattes invisible. Et dans un jeu d'horreur, en fait, ça m'a fait mourir de rire parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le danger, c'était pas les monstres, c'était moi. Et du coup, c'était trop marrant. Ça reprenait le truc. Ah ouais, c'était débile. Et il y a par contre, il y a certains monstres assez cool. Clairement, là, ils se sont un peu inspirés d'ailleurs même de... Je suis Bodor. Franchement, quand on voit notamment ceux qui ont fait le jeu sauront, le monstre au lance-flamme, je pense clairement qu'ils ont joué entre deux à Silent Hill. Vraiment, c'est pas possible autrement. Il y a un petit côté Silent Hill parfois. Mais voilà, le 2 est beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus intéressant, les améliorations sont mieux, le gameplay est franchement globalement mieux, le rythme est mieux, et en gros, le principe, c'est vous avez un gros monstre, enfin, un opposant, qui est un personnage important, on vous largue dans une zone, dans une grande zone, et en gros, vas-y, explore la grande zone, et quand tu te sens prêt, va aller affronter le gros méchant. Et même si c'est un peu répétitif dans sa construction, bah en fait, ça marche bien, parce que les zones sont super différentes. Un coup, vous allez vous retrouver dans une suburbe, un coup, vous allez vous retrouver dans une zone qui est embrasée de partout, parce que dans la tête de la personne, je sais plus, il a peur du feu ou un truc dans le genre. Et en fait, du coup, les zones sont très différentes. Les monstres finaux à affronter sont très différents. Un coup, ça va être un affrontement 100% où vous soyez discret, sinon vous faites zigouiller le cul. Un coup, ça va être affronter un terre au lance-flamme. Un coup, ça va être affronter un sac à PV. Et du coup, je l'ai trouvé vraiment cool, The Evil Within 2. C'est une vraie évolution par rapport au 1 qui est vraiment très imparfait. Et du coup, j'étais sur le cul d'apprendre que Mikami a fait Ghostwire Tokyo. Faites Ghostwire Tokyo. Attendez une seconde. Est-ce qu'il faut faire Ghostwire Tokyo ? Oui, faites Ghostwire Tokyo. C'est si bien que ça a pas l'air si bien que ça. C'est trop bien, Ghostwire Tokyo. L'histoire est bien. L'histoire est cool. Alors, Okay. l'histoire est cool, le gameplay est cool. Alors, faut accepter du coup, au lieu d'avoir un flingue, de littéralement prendre ses doigts et faire piou, 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 piou. C'est très marrant. Mais voilà, parce que du coup, vous êtes un chasseur de yokai. Et du coup, clairement, Mikami était là parce qu'il y a un niveau dans une école primaire. Et le jeu passe de monde ouvert à ambiance légèrement horrifique avec de l'affrontement, de la balade, tout le bordel, à une des situations de jeu d'horreur qui m'a fait le plus sauter de ma chaise au monde. Je vous jure, c'est vrai. Ah, mais elle m'a entendu hurler avec un cri de jouvencelle. Je vous jure, elle n'en pouvait plus. Et quand elle l'a fait, et le pire, c'est qu'elle m'a vu. Juste pour ça, il faut que je le fasse. Elle m'a vu y jouer, elle m'a vu le faire, elle m'a vu me pisser dessus. Quand elle arrivait à la même scène, elle était en mode « Oh non, je suis à l'école, je suis chiant, je vais avoir peur. » Et elle a crié quand même, alors qu'elle savait ce qui lui tombait sur la gueule. Si, t'as crié, je m'en souviens. Si. Enfin, voilà. Ok, vous m'avez convaincu, cool. j'essaierai de le faire. C'est vraiment cool. Et Hi-Fi Rush, c'est dommage. Ouais, très différent comme jeu. Ouais. Jeu musical, un peu esthétique manga. C'est Devil May Cry avec de la musique. Voilà. Ouais. Et à ce qui paraît, c'est super cool. C'est incroyable parce que ce jeu, il est sorti sous les radars, zéro annonce, pas de bande-annonce, rien du tout. Voilà Hi-Fi Rush, par les créateurs de Resident Evil et les créateurs de Devil May Cry. Ouais. Sous le joug de Xbox, et je crois qu'ils avaient décidé de fermer le studio juste après. Bah exactement. Non, ils n'avaient pas encore décidé, ils ont sorti le jeu. Le jeu a été un colossal succès. Tout le monde dit à 30 balles, le jeu est incroyable. Fermeture du studio, licenciement de tout le monde. C'est une décision d'Xbox. Le jeu disparaît des stores. Je comprends pas. Le jeu a disparu des stores. Alors, du coup, il a été remis depuis, mais pendant un moment, le jeu a été rendu indisponible. Une dinguerie. Une dinguerie comme on en voit dans le milieu des jeux vidéo. Tu fais un truc super. Ah, merci beaucoup, au fait, maintenant vous êtes tous virés. Putain. Et du coup, en 2023, Mikami quitte Tango. Je sais pas si c'est pour cette raison-là, Tango Gameworks, pardon. Ouais. Et en 2024, ils fondent un nouveau studio baptisé Kamui et ils poursuivent ses développements. Et on sait pas sur quoi ils bossent pour l'instant, mais on verra bien au bout d'un moment. J'imagine. Vidéo. Oh, trop mignonne. C'est Monsieur Poulet. Oh, regarde, c'est Monsieur Poulet. Ouais, lâche le front. Bref, du coup, Shinji Mikami, il est considéré aujourd'hui comme le père du survival horror, non seulement pour avoir défini des standards du genre comme avec Resident Evil, mais aussi pour avoir influencé des game designers, des franchises entières. Et puis honnêtement, le genre du survival horror, enfin le genre de l'horreur, de manière générale. Sans ce mec-là, l'horreur ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui, sans déconner, hein. Premier degré, de fou. Donc voilà, son travail sur Resident Evil 4, et combiné à ses contributions sur Devil May Cry aussi, Dino Crisis ou The Evil Within,
Il illustre sa créativité flexible, une compréhension profonde du gameplay et une volonté constante de repousser les limites du médium. Alors, c'est la créativité flexible. J'étais un peu limite parce qu'on dit Resident Evil 4. Oui, Devil May Cry. Oui, Dino Crisis. Bon, le mec voulait faire son premier jeu du cœur, mais avec des dinos. C'est globalement la même chose. The Evil Within. Ah bah, c'est littéralement un aveu qui sait pas faire autre chose que Resident Evil. Bon, voilà. Hein. Vanquish. Oui. Là, par contre, il admet qu'il sait faire d'autres trucs. Vanquish. Bah, en vrai, Vanquish, c'est une version survitaminée de RE4. Hein. Mais ouais. Mais ça reste un grand monsieur du jeu vidéo. Honnêtement, je trouve que son historique est peut-être moins impressionnant qu'Hideo Kojima, notamment pour les jeux narratifs de Kojima qui ont l'air assez dingues, comme je vous l'avais dit, notamment Police Notes. Ouais. Mais c'est un grand monsieur du jeu vidéo qui l'a bien marqué, qui, je pense, n'a pas fini de le marquer. Hein. Je pense que c'est quelqu'un Je pense aussi. Ouais, Resident Evil, je pense que c'est une de mes séries quand même de jeux préférées aujourd'hui. J'ai très hâte que Ouais. le 9 sorte, en espérant ne pas être déçu. Parce que bon, je le 8 pense ne pas m'a pas qu'on déçu, sera- mais le 8... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est un peu tiédasse. Mais le truc, c'est c'est un peu que tiédasse, mais il est bien quand même. le truc, c'est que justement, on est encore dans une phase de changement. Le 3, c'était un bon jeu. Le 4, c'était du changement, c'était cool. Le 5, c'était moyen, basé sur le 4, moins bien. Bon, le 6, tout le monde l'a détesté. Moi, je l'ai trouvé très cool parce qu'il est très différent du reste. Et c'est un jeu à faire avec un pote en mode bière et tout. Tu l'as pas fait ? Mais le côté horrifique du 6 a un peu disparu quand même. Ouais. Tu l'as fait le 6 ou pas ? Non, je l'ai pas fait, c'est le seul que j'ai Tu l'as pas fait ? Oh putain, viens, on le fait ensemble. On peut y jouer en coop ? Mais tout le jeu, c'était en coop. Tout l'intérêt du jeu, c'est coop en ligne. Ah ouais, bah Oui, faisons le 6 en fait, t'as deux persos. T'as même des phases où le principe principe, c'est que les persos se séparent et du coup, tu dois communiquer. Faut te passer du stuff et tout. Enfin, tout le jeu est fait pour être en coop. Le jeu a été créé pour être joué en coop avec un pote. Ah, let's go, on fera le 6 en coop. Mais chaud. Moi, le 6, je le refais autant de fois que tu veux. Alors, du coup, moi, j'ai un build Lone Wolf parce que du coup, j'ai joué beaucoup tout seul. Mais j'ai joué avec des potes aussi. Et franchement, avec des potes, mais c'est fandard. Hein. En plus, c'est vrai que du coup, le jeu a plusieurs ambiances. La partie avec Léon est plutôt côté horreur. Et il y a des niveaux assez réussis. La partie avec Chris, vraiment, c'est flingue et soirée entre potes décomplexés à tirer sur des gros monstres. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a le fils de Wesker qui est jouable et qui est avec Cheryl, d'ailleurs. Et avec Cheryl, oui, Cheryl, c'est vrai que c'était la petite Cheryl Mason, non, ça c'est dans... Claire. ça c'est dans... C'est dans Silent Hill. Non, avec Cheryl, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, il est avec Cheryl. Et du coup, là, on est dans un entre-deux où, en gros, c'est un peu action. Il y a de la plateforme, truc dinguerie. Et du coup, par contre, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. Et il y a la partie avec Ada Wong. Alors, Ada Wong, elle se joue toute seule si t'es tout seul. Par contre, si t'es avec un pote, tu joues Ada Wong et Husk. Truc de fou. Enfin, voilà, jeu 100% coop. Si tu l'as pas fait, faut qu'on se le fasse ensemble. Ce sera trop fun. On le fera, ouais. Ce sera cool. Mais c'est vrai que le 9, là, pas de grosses attentes, on verra bien, j'espère qu'ils feront vraiment un truc cool. Moi, je pense que le 8, il avait vraiment ce côté jeu greffé, un peu de plein de trucs, quoi. Ouais, mais je pense que là, on va peut-être avoir un truc un peu au niveau du 7, parce que le 7, il y avait un vrai renouveau. Le 7, c'était vraiment reprenons les règles de base de Resident Evil. En vrai, je trouve que le 7, c'est presque un remake de Resident Evil 1. Ouais, parce que du coup, on est dans cet environnement fermé, dans cette petite maison, un environnement à échelle humaine, alors que dans le 6, par contre, c'est la pandémie devient mondiale, c'est la fête du slip, un coup t'es à Hong Kong, un coup t'es à New York, c'est un bordel monstrueux. Là, du coup, on est dans un environnement restreint, en plus avec cette famille un peu psychopathe, dans un espèce de monde semi-ouvert, un peu comme dans Resident Evil 1, à explorer cette maison, à trouver des clés. Le 8, il joue bien avec les règles, mais je trouve que les personnages sont pas top. Les antagonistes. Le 8, t'as l'impression d'avoir plusieurs jeux dans le jeu, en fait. T'as le côté un peu village qui ressemble au 4, qui sert de hub. Ouais. Un coup, tu vas en manoir, un coup, tu reviens, tu vas maison des poupées, qui est vraiment. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Après, tu as côté usine, lac, comme dans le 4. C'est plusieurs jeux dans le jeu, un peu tout en greffon. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Je trouve que le terme greffon est plutôt bon. On a l'impression qu'ils avaient une idée de base d'essayer de faire un espèce de Resident Evil 8 inspiré du 4 et qu'au final, ils ont fait des niveaux à droite à gauche et ils ont tout greffé ensemble. Ils se sont pas dit ah ouais, non, en fait, il y a un truc qui colle pas. Il y a le mastic, il va pas bien. Ouais. Et ils sont restés comme ça. Parfait, mais il est quand même cool à faire le 8. Non, d'un point de vue gameplay, franchement, il est cool. Mais c'est vrai qu'il est, je sais pas, ouais, il est mais. Il est mais. Alors, mais plus. C'est du mais dont on remangerait plus souvent. Mais pour la série Resident Evil, c'est du mais quand même, quoi. Et du coup, un peu comme le 5 au final. Il me laisse un goût un peu amer comme le 5. Mais là, avec le fait qu'on joue une Ashcroft, ce qui est quand même pas anodin après les révélations du 8,
Le retour de Léon, honnêtement, il n'y a pas un jeu où il y a Léon, c'est pour bien. Et du coup, voilà. Et là, du coup, ils ont décidé de faire un gameplay à 2 vitesses, j'ai l'impression, avec un Léon un peu pumped up, un peu action, et une Grace qui est plus frêle, avec un côté infiltration. J'ai bon espoir. Du moins, moi, honnêtement, je vais me laisser tenter. C'est pour ça que j'ai pris Village et que je suis en train de le poncer, là. Parce que j'ai Village, envie de j'aurais bien me aimé laisser faire le tenter. DLC avec la fille de Ethan, du coup, je l'ai toujours pas fait. Ah, il faudrait, ouais, je vais le faire. Moi. Par contre, honnêtement, le 7, je l'ai adoré. Je l'ai fait 2 fois, d'ailleurs, tellement je l'ai aimé. Par Deux contre, fois le DLC avec Chris, c'est vraiment de la merde. Bref. Donc, le DLC où t'es un gars dans une chambre, il faut t'échapper. Oh, il est trop bien. Ouais, c'est trop fort. Il ça. est trop bien, Ouais. ce truc. C'est trop bien, putain. C'est même plus qu'un DLC, je trouve. C'est une espèce de friandise dont on prendrait plus. C'est un C'est truc ça. 100% narratif où ils se sont fait un kiff. Et c'était franchement cool. C'était franchement cool, ce passage. Non, vraiment trop bien. Enfin, voilà. Et bah, c'est terminé. mesdames Ouais, et on arrive messieurs. au terme de cette C'est émission. fini. Voilà. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Et puis prochain dans 3 mois à peu près, comme d'habitude, au prochain Ouais, trimestre. c'est ça. On vous 3 parlera mois d'un plus ou moins une grippe. Et puis voilà. Ah, c'est ça. On vous parlera d'un nouveau créateur et puis des jeux qu'on aura fait pendant cette période. Merci à tous, bonne nuit et puis à très vite. Et puis soyez là demain pour le début du JDR Peril and Princesses avec Sonata Yes. en MJ et puis nos aventuriers habituels sur la Pas chaîne. habituel, il y a la première, alors c'est pas la première live de Calcifir, mais la première de Calcifir en JDR. Voilà. Et puis il y a D'accord. Stalas. Bon. Pour Stalas, il s'en prend toujours un petit peu. Très bien, et bien bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous, bye. Bye.